Et bonsoir les amis, merci d'être au rendez-vous. Alors j'ai sorti mes lunettes de rockstar pour accueillir un ami qui est une rockstar dans son genre. Dans l'édition, le gars il a jamais fait de bouquin, il en sort un il y a quelques mois et il fait un carton. On va l'accueillir de suite. Salut mon ami Philippe. Merci Gilles, bonjour, hello comme on dit. Salut mon pote Gilles, salut everybody. Écoute, tu es dans le Hit Club, on est entre gens de bonne compagnie, mais voilà, on va quitter les lunettes parce qu'on peut parler librement. Enfin, j'espère qu'on peut parler librement, mon cher Philippe, parce que je suis donc ta page régulièrement. Alors, euh, comment dire, tu publies des chroniques californiennes sur ta page Facebook régulièrement. Et comment dire, en fait, c'est selon les gens. Soit ça peut piquer les yeux, faire saigner les oreilles, avoir les ongles qui poussent, tu sais, pour s'accrocher comme ça au mur. Ou alors ça donne un grand bol d'air frais. Pour moi, c'est la deuxième version. Donc le grand bol d'air frais et tu as une gouaille un petit peu. On dirait un professeur Choron qui aurait copulé avec Michel Audiard, tu vois, avec cette gouaille, cette liberté de parole que tu as. Et qu'est-ce que tu en penses justement de cette liberté d'expression qui est mise à mal aujourd'hui, en France notamment? Elle est très mise à mal depuis très longtemps, ça on le sait si tu veux. Moi j'ai appris quand même sur l'année 2018, j'ai passé 5 mois de prison Facebook, hein. 5 mois coupés avec des 15 jours ou 3 semaines. Donc j'ai appris à m'auto-censurer, j'ai appris qu'il ne faut pas parler de la secte des culs en l'air, il ne faut pas dire le mot PD, il faut faire très attention à ça. Quand tu sais contrôler les nouveaux codes, tu arrives à passer. Pour remplacer un autre par un autre, ça peut être assez poétique d'ailleurs, hein. Parce que tu remplaces des mots qu'il ne faut pas dire, tu les remplaces par d'autres trucs qui sont complètement impossibles à censurer. Et j'ai remarqué qu'on arrive à tourner autour. Avec la nouvelle loi là, de Miami Taxi, ça va être beaucoup plus difficile. C'est Okay, Laetitia Avia, c'est une députée française, donc franco-congolaise, qui est Ouais, infonée, hein, tu vois, tu sais qu'il y a derrière ces personnes-là pour présenter ces lois liberticides. je ne veux même pas savoir. Tellement ça me dégoûte profondément. C'est terrible de voir qu'en France, enfin moi je vis aux États-Unis où il y a le First Amendment. C'est complètement inimaginable que l'État se permette d'intervenir dans ce que tu as envie de dire. C'est un truc, pour nous, ça nous paraît tellement absurde et dangereux que je sais même pas quoi dire. Je suis devenu fou hein, sur Facebook pendant 2 jours à cause de. Philippe, toi qui viens d'une autre époque, enfin en toute amitié, parce que tu sais que je te respecte beaucoup, tu as juste 10 ans de plus que moi. Tu as été Ouais. le batteur d'un groupe que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune adolescent, qui me faisait fantasmer, moi qui étais jeune punk à l'époque, c'est Star Shooter. Tu étais donc le batteur de Star Shooter. Donc fin des années 70. D'ailleurs, en fin d'entrevue, on reviendra un peu sur la carrière de Star Shooter et justement les directions artistiques. Tu avais, lors du premier entretien, évoqué cette erreur un peu de parcours du deuxième album, Mode. On reviendra là-dessus. À cette époque-là, fin des années 70, en France, c'est un petit peu l'émergence aussi du punk. Il en est quoi de cette liberté de parole? Est-ce que tu penses qu'on pouvait dire plus de choses à l'époque? Certainement. Si tu regardes, tu te rappelles de Libération, de Charlie, je me rappelle, bon, il y a toujours eu de la censure, mais la censure, c'était plutôt sous De Gaulle, je dirais. Et là, j'étais vraiment gamin. Je me rappelle qu'il y avait une certaine censure d'État, si tu veux, qui était légère, mais il y avait une censure d'État. Mais nous, moi, j'ai grandi dans une période où on pouvait dire absolument tout ce qu'on voulait, si tu veux. Alors que maintenant, ça s'est inversé, si tu veux. C'est les valeurs de droite qui étaient inattaquables sous De Gaulle, et maintenant, c'est les valeurs de gauche, libéralisme, vivre ensemble, tout ça qui deviennent religieuses, enfin d'une religion spécifique.
qui deviennent inattaquables. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, évidemment, d'attaquer la fameuse religion dont on ne peut pas dire le nom. Tu ne peux pas te moquer de certaines minorités, justement parce que c'est des minorités, et ça devient aberrant. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien dire, à moins, comme je te dis, de devenir intelligent et d'apprendre à tourner autour des mots. Avant, vous étiez donc beaucoup plus libre. Est-ce que les sujets étaient les mêmes? Tu les retrouves, rappelle-toi, c'était Kant qui écrivait les textes, si tu veux. Je pense que les sujets sont les mêmes partout depuis le début de l'humanité, tu vois ce que je veux dire. Mais définitivement, vous pouvez dire ce qu'on voulait, ça je me rappelle. Et je t'en parle parce que moi, aux États-Unis, je sais que je peux dire ce que je veux, si tu veux. Si je voulais écrire, j'écris pas en anglais, ça m'intéresse pas, je peux pas le faire, mais ça m'intéresse pas, mais je sais qu'ici, je peux dire et écrire ce que je veux, si tu veux. Dès que je passe sur la France, qui est quand même 90% de mon business, Ouais. je m'auto-censure. Je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas perdre l'accès aux médias. Ouais, et malgré ça, tu te prends quand même quelques volets de bois vert en commentaire sur tes posts Facebook. Tu peux te fâcher même tu t'es fâché avec certaines de tes amies. D'ailleurs, ta relation aujourd'hui avec Kent, elle est à quel stade? Zéro. Je l'ai écrit, peut-être pas, je ne sais pas si je peux vraiment rentrer dans plus de détails, si tu veux. Je veux pas que ça rentre dans une polémique, c'était un truc personnel. Et là, ce qui est justement tourné politique, si tu veux, c'est-à-dire que Kent m'a reproché mes opinions politiques, d'être pro-Trump, par exemple. Ouais. Et bon, ça tournait mal. Il a cassé la relation d'amitié qu'on avait en 40 ans pour une histoire politique. C'est regrettable. J'ai essayé de remettre les choses, il a refusé, donc c'est fini, c'est tout. Voilà. Pourquoi tu penses qu'il y a un courant aujourd'hui qui est assez fort dans le domaine culturel, notamment un courant de gauche, donc qui est très moralisateur? Tu penses que c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils sont tellement. C'est comme les mecs de droite avant, si tu veux. Ils sont devenus tellement sûrs de leurs valeurs qui sont plus capables de faire la différence, si tu veux. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont raison et que si tu n'es pas avec eux, tu es un monstre et donc tu dois être censuré, etc. Mais bon, c'est comme ça. Je ne m'énerve pas du tout, je m'en amuse, si tu veux. Ça oui, tu t'en amuses parce que tu es à 12 000 km, tu es sous les palmiers. Oui, je suis sous les palmiers, comme je dis, 12 000 km, protégé par le Premier Amendment de la Constitution américaine, c'est-à-dire le droit de dire ce que je veux, quand je veux, n'importe comment. Et par le deuxième amendement, qui est quand même sur le droit de porter une arme et de me défendre si on vient me faire chier. Merci. Donc on n'est pas aussi bien lotis en France. De ton point de vue d'un Français comme ça, expatrié depuis 20 ans à Los Angeles, comment tu peux analyser cette situation? En fait, cette dérive, je dirais, liberticide depuis donc les années 80, la création aussi de ce courant antiracisme, on en a beaucoup parlé donc en France. D'ailleurs, est-ce qu'il y a ce type de courant en Californie, un courant très moralisateur, notamment avec les démocrates? Absolument, mais c'est dans les. C'est un peu pareil qu'en France, si tu veux, mais c'est dans les universités, c'est à Hollywood, c'est pareil, dans une certaine élite, si tu veux. Mais ce que j'appelle le peuple de base, le peuple qui a voté Trump, par exemple, si tu veux, ils ne sont pas du tout d'accord. C'est-à-dire, moi, je vois la majorité du peuple américain qui a les pieds sur terre, les gilets jaunes, on pourrait appeler ça français, si tu veux, qui sont méprisés complètement par ces classes universitaires hollywoodiennes, etc. Vous avez les mêmes, c'est la même chose, hein, si tu veux. Sauf que, comme je te dis, aux États-Unis, d'abord, on est armés, nous, tous, et donc, ils ont moins, si tu veux, ils peuvent moins faire les beaux qu'en France où ils contrôlent tout. Voilà. Donc, en gros, hein, je te donne un point de vue. On s'est parlé la première fois, c'était le 1er décembre donc 2019. Ton livre venait juste de sortir. Alors, tu sais à quoi on reconnaît un bon livre? Ouais. Ok. Tu sais à quoi on reconnaît un bon livre? Vas-y. Bon, moi, je stabilote beaucoup.
Donc, j'ai beaucoup stabiloté, en fait, ton bouquin, parce qu'il y a des expressions, en fait, tu as une gouaille, tu as une écriture bien à toi, c'est très langage parlé. Ça m'a d'ailleurs pas mal inspiré pour certains de mes posts, où j'ai eu une écriture comme ça, un petit peu plus libérée, tu vois, un petit peu plus dans un langage parlé. On reconnaît un bon bouquin aussi, parce que généralement, on en a deux. Donc, tu as celui-là, et puis tu as celui qui est au fond, là, à côté du mien. Celui-là, si je l'offrirai à quelqu'un, hein, je le garde comme ça, donc pour offrir. Et raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que le succès que je t'avais prédit, le succès que je t'avais prédit a été au rendez-vous? Oui, oui. Euh, Parce que rappelle-toi, très très vite, toi, tu t'es branché, on s'est branché par un ami avec qui on avait travaillé, si tu veux, Chris. Chris Et très Anderson. très vite, on a parlé ensemble. Et le livre, bon, quand même, Star Shooter, si tu veux, il reste toujours, après 6 mois, sans aucune vraie promotion. J'ai eu de la belle presse en France, mais sans promotion radio, sans télé, sans que j'y sois allé à cause du coronavirus. Je me balade quand même depuis la rouverture de Amazon. C'est-à-dire 2 semaines, j'étais quand même 3 jours numéro 1 des ventes rock. Hein. On se Ouais. rappelle, vente rock music, c'est une niche. Mais quand même, devant les Rolling Stones, devant les Beatles, devant, etc. 3 fois numéro 1, 2 fois numéro 2. Et puis je me balade toujours entre la 20e place, 40e place, 3e place, whatever, de vente. Et c'est des vraies ventes, hein, les ventes Amazon. C'est des ventes payées, livrées. C'est pas comme chez les libraires en France où on livre et après il y a les retours. Ça n'existe pas. Donc le livre marche extrêmement bien. C'est pas un livre encore grand public. On a tout le temps. Je pense que ça le deviendra. Mais sinon, le succès était là. Exactement comme tu me l'avais prévu. Sans éditeur, okay, c'est-à-dire en travaillant les éditions pressing, comme toi tu fais, si tu veux Ouais. des éditions à toi. Et je pense que l'avenir est là. Hein. L'avenir est complètement là. Hein. Alors, on peut te croire parce que tu es quand même un sacré businessman. Je te tire mon chapeau. Tu es très inventif. Tu comprends rapidement le business. Tu vas direct au droit au but. Hein, tu court-circuites un peu les intermédiaires. Tu fais les choses à ta manière, à ta façon, et c'est très bien comme ça. Tu es arrivé, donc il y a plus de 20 ans à Los Angeles, tu n'avais pas une fortune, hein, tu n'avais pas des valises de billets. Hein, on a vu dans le premier entrevue de quelle façon et pourquoi tu as quitté la France. Donc tu as, je dirais, rebondi régulièrement, parce que ça n'a pas forcément toujours bien marché pour toi. Tu as connu une époque d'or avec cette usine, hein, ce pressing où tu travaillais, donc, notamment pour les frères Marciano, les frères, pour Guess. Non, non, je travaillais pour personne. C'était mes usines. Oui, tu travaillais, c'était tes clients. Subcontracting pour des clients comme C'était George tes clients, Martin. voilà. Tu as toujours été auto-entrepreneur. J'aimerais un petit peu te poser des questions par rapport à ceux qui me suivent. Parce que le business en France est très compliqué. Est-ce que tu penses que toi, si tu étais un jeune de 20 ans, est-ce que tu resterais en France? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire d'après toi? Est-ce que tu quitterais immédiatement le pays pour aller ailleurs? J'aimerais un petit peu ton point de vue. Ben moi, je quitterais le pays le plus vite possible. Euh, le problème, c'est où aller et comment y aller. Parce que pareil, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé, bon, on le raconte dans Pressing, je suis arrivé sans papier, $300 dans la poche, avec rien, je parlais pas anglais, je parlais pas espagnol. Tu vois, complètement. Quoi. Simplement, je pouvais plus rester en France pour plein de raisons, mais aussi quand même pour cette raison principale, j'avais eu un business en France de cette administration, de ces impôts, de ces impossibilités d'ouvrir un business. Ici, à Los Angeles, tu ouvres un business en 24 heures, en 36 heures, tu as la compte en compte, tu commences à vendre des produits que tu as fait 48 heures après avoir une idée, si tu veux. En France, c'est toujours impossible. Et puis moi, je ne paye pas d'impôts tant que je ne fais pas de profit. C'est-à-dire, je peux passer 2 ans ou 3 ans sans payer un centime d'impôt. Tout ça fait que entreprendre un business en France aujourd'hui, c'est complètement impossible. J'ai des amis, beaucoup d'amis, grâce à Facebook, je suis en contact. C'est impossible. C'est-à-dire, ils ne s'en sortent pas. Ils tiennent, on ne sait pas par quel miracle. Là, le coronavirus, ça va faire un désastre absolu. Donc moi, si j'étais jeune, maintenant en France, je me casse. Le problème, c'est où? Parce que maintenant, les frontières, les visas, les trucs, tout c'est beaucoup fermé. Tu viens plus aux États-Unis comme nous on l'a fait. Moi, je suis passé 15 ans complètement illégal. J'avais des usines avec 300 employés.
j'étais illégal, tu vois. Et un jour, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis 5 semaines en prison avec une combinaison orange, tu vois. Mais ça, maintenant, c'est plus possible. Avec les computers, les printing, les high recognition et tous ces trucs, tu peux pas. Donc ça, je sais pas. J'aimais mieux être jeune quand j'étais jeune que être jeune maintenant, quoi, je dirais. Ok. Ouais. On a vécu ces années d'or quand même, qui sont les années 80. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je te confirme ça. Moi, je pense qu'on peut faire encore aussi des choses en France en étant malin et surtout en étant entrepreneur, auto-entrepreneur, en étant libre. Et toi, tu es quand même quelqu'un qui a le flair et qui saisit un peu l'air du temps. Et tu avais parlé d'un projet, alors je ne sais pas s'il est en cours ou s'il a été abandonné, de production de masques. Ou alors c'était juste un joke. J'ai vu passer ça sur ta page Non, non, internet. non, c'est pas du tout une joke. J'ai bondi sur l'histoire, si tu veux, dès le début. J'ai bondi sur l'histoire. J'ai appelé Georges Marciano, d'ailleurs, tout de suite, Ok. qui est au Canada. Et je lui ai dit, putain, Georges, est-ce qu'on a encore des machines? Est-ce qu'il y a encore une structure à Los Angeles? Il m'a dit non. C'est-à-dire, effectivement, toutes les machines à coudre sont parties en Chine, si tu veux. Ok. Faire de la grosse production, tu vois. Et ça, il fallait le faire. On avait dit qu'il fallait le faire il y a 2 mois, donc tout de suite. Mais tu sais, ce qui est très bien, c'est que d'ailleurs, tu le retrouves, on en parlera après dans les chroniques d'un confiné. Ouais. J'ai écrit un journal, si tu veux, jour par jour. Donc, on retrouve la conversation que j'ai eue avec Georges à propos de ces masques. Tout de suite, j'ai dit, putain, si on avait été là en ce temps, non seulement on aurait couvert l'Amérique de masques en 15 jours, mais on aurait gagné du pognon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, bon, il n'y a plus de machines. C'est vrai que toute la production, même ici, est partie en Chine. C'est-à-dire que plus personne, on l'a assez vu, ça a pris 3 mois, n'est capable de produire des masques en Occident. Je ne te parle pas des médicaments, des respirateurs et des trucs comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'est un espèce de coup que tu prends dans la gueule. Tu te dis, c'est pas possible. Après, pour revenir à ta question, il est tout à fait possible, oui, je m'associe avec des gens pour faire des masques. Mais pour l'année prochaine, quand ça sera calmé, quand la folie sera calmée, pour faire des masques, Los Angeles, c'est-à-dire que c'est un autre problème, on ne dépend ni du Mexique, ni de la Chine, etc. Là, il faut plus ou moins pour s'organiser là-dessus. Mais pourquoi pas? C'est une petite idée, ça coûte rien. C'est un pote à moi qui est dans le business, il a un client, un gros client, qui cherche des masques pour l'année prochaine. Alors, il m'a dit, si on a le client, pourquoi pas les fabriquer? C'est pas compliqué, hein. Tu mets 50 machines, et tu ouvres une usine, et la semaine d'après, tu livres des masques. Tu vois. Voilà, avec Philippe, en fait, rien n'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'étant aux États-Unis, il peut réagir beaucoup plus rapidement. Est-ce que tu es toujours en contact avec des artistes en France? Je sais que tu es très ami avec Patrick Deleine, qu'on salue, très grand auteur et chroniqueur français. Est-ce que tu es en contact avec des musiciens? Parce que là, c'est très problématique aujourd'hui, vu l'interdiction de jouer. Donc, de maintenir un statut. Est-ce que tu as connu ce statut d'intermittent du spectacle, en fait, d'avoir des revenus comme ça, du chômage qui est payé lorsqu'on fait un certain nombre de dates? Est-ce que tu as connu ça à ton époque? Moi, j'ai toujours refusé. J'ai jamais pris un centime du chèque d'État, si tu veux. Je paye le moins d'impôts possible. L'État français m'a volé d'une manière tellement monstrueuse que je ne veux même pas en parler. Bon, je les ai volés un peu après, si tu veux. Donc, je me suis rattrapé à peu près à doit être égal, si tu veux. Donc, moi, je ne connais pas. Dès que j'entends État, Oui. je m'éloigne. Quand j'étais start-upper, il y avait les premières lois, je me rappelle, les premières lois Giscard sur le chômage, où quand on faisait des tournées, puisque Star Shooter était bien organisé, si tu veux, on pouvait avoir le chômage de 80% et pendant 6 mois. C'est-à-dire, on tournait pendant 3 mois, on pouvait avoir 8 mois de chômage. Moi, j'ai refusé d'aller prendre le chèque. Je ne l'ai pas pris juste parce que, par principe, je ne suis pas allé le prendre. J'aimais mieux faire le Mac qu'avoir des putes qui travaillent. Oui, toi, tu as choisi une autre voie, mais mais qui n'est pas forcément. Je suis comme ça. Donc, je suis comme ça. Donc, si tu veux, tout ce qui est ces trucs, moi, je pense que la France meurt de cet assistanat perpétuel. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'ai des vrais potes, je sais qu'ils en ont besoin, qu'ils n'ont pas le choix du tout. Mais comme partout, il y en a qui en ont vraiment besoin.
et il y a une bonne moitié qui profite du système. Et j'ai Ouais. des noms, mais je ne les donnerai pas. Ouais, Ouais. peut-être, ouais, qu'il n'y ait pas une balance, mais ça montre aussi Ils se, ils se reconnaîtront, tu vois ce que je veux dire. Ouais. à cette époque-là, donc vous avez produit 4 albums, vous avez rapidement été happé c'était la maison de disques EMI, c'est ça? On a eu, oui, Pour le deuxième EMI qui était album. pas terrible. Et après CBS. Ok, donc le premier album, alors on l'a vu là sur l'écran, en fait, c'est ce que j'ai derrière moi, en fait, c'est le premier album. Je vais me mettre en partage d'écran et tu vas me commenter un petit peu ces 4 albums pour revenir un peu sur la carrière de Star Shooter, si tu veux bien, mon ami. Donc ça, c'est le premier album. Donc ça, c'est le premier album de Star Shooter. Euh, Couverture, je dirais, un petit peu dans cet esprit punk. Qui c'est qui avait décidé de ce visuel et de cette couverture? Celui-là, ça s'est fait, on débarquait complètement. C'est-à-dire, on était des gamins qui venaient de notre province lyonnaise. Star Shooter n'a jamais galéré. Tu comprends? On a signé, on devait avoir 19 ans, je crois. Oui, Ouais. ben oui. 19 ans, on avait fait 4 concerts, mais on avait passé des années dans notre cave à répéter. Au contraire de beaucoup de groupes parisiens, comme celui de mon ami Patrick Tedeling à Swan's Angel, Ouais. on savait jouer. On avait des morceaux qui étaient très carrés, très au point. Mais on connaissait rien. Donc, si tu veux, pour nous, c'était tout magique. Donc là, c'était un photographe qui s'appelait Grasse, qui nous avait été amené par Philippe Constantin. Tout était payé par la maison de disques, puisqu'il nous avait bloqué les parkings de Berliet. Ce qui était magique pour nous. Berliet, Ben oui, c'était quand même les gros c'était les gros lyonnais. camions. Il y avait du budget à l'époque. Il y avait des machines pour arroser tu sais, pour que les parkings soient brillants. Et nous, on était des gamins là-dedans, c'était merveilleux. Donc après aussi, on les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient. Le nom, c'est nous qui l'avons fait. Le nom coupé, c'est Kent et moi qui avons coupé une nuit. Rappelle-toi, il n'y avait pas de computer à l'époque. Ouais. On coupait des morceaux de journaux. Au cutter, ouais. Et puis on collait les lettres avec du papier, on mettait des coups de ciseaux et des trucs comme ça. Donc celle-là, cette couverture a été faite. C'est nous qui avons demandé les camions, mais on ne pensait pas qu'on puisse avoir des. Ouais. Et tu connais, les gros patrons, ils ont appelé Pathé Marconi, ils ont appelé le patron de Berliet. Et on s'est pointé, il y avait les camions, les mecs. C'est magique. Enfin, il y a eu le deuxième album, donc il y a eu un revirement graphique qui a étonné pas mal de personnes. Hein. Donc c'est cet album-là, donc qui s'appelle Mode, où on voit, donc là il y a Kent, il y a Mickey, et puis en fait vous aviez 2 versions, hein. Là on te voit donc avec Jello. C'est les 2 côtés du disque. C'est le recto verso. Pourquoi pourquoi ce virement? Parce qu'on ne ressemblait pas du tout à des punks là. Bon, ben, d'abord, tu sais, rappelle-toi, le punk, ça a quand même une période très courte. Acadis, dans son livre Journal d'un homme chic ou je sais pas quoi, et Eudeline, dont on parle très très bien, ça a vraiment été une période de 1 an et demi. Donc, si tu veux, très très vite, la musique a bougé, etc. Star Shooter, on est allé un peu trop vite. On a essayé de faire une provoque là qu'on ne contrôlait pas. Et puis, à mon avis, c'est mon avis personnel. Hein. Je sais que les autres membres du groupe sont peut-être pas d'accord avec moi. Okay. Mais pour moi, ouais, et j'en suis grandement responsable. C'est moi qui m'ai occupé du photographe, etc. C'était une erreur, une grosse erreur. Très grosse erreur qui nous a aliéné notre public de démarrage, qui était très bien, et qui ne nous en a pas fait gagner un autre. Donc, c'était un peu une cassure. Et on avait parlé de toi et moi, hein, ouais, que ça, c'est une ligne que j'ai appris maintenant en business. Ne te sépare jamais, ne te casse jamais de tes premiers fans. Évolue, si tu veux, trouve des trucs, polis les ongles, mais des cassures comme ça, c'est... Ne pas changer radicalement de positionnement, ouais, d'amener sur une rupture en douceur. C'était une erreur, il faut le faire en douceur, si tu veux vraiment le faire, et puis... Enfin, bon, c'était une erreur, mais rappelle-toi, on avait 20 ans, 21 ans, donc... Et les maisons de disques, à l'époque, nous laissaient faire tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on faisait absolument ce qu'on voulait, en design, en musique, il
Ils n'avaient aucune idée dans ce qu'on faisait, ils nous faisaient confiance, ça vendait des disques, et puis c'était très bien. Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité musicale en France et quel regard tu y portes? Non, pas du tout. D'abord, je t'ai toujours expliqué, je ne suis pas du tout musicien, moi. S'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est musicien, quoi. J'ai fait batteur parce qu'il fallait quelqu'un pour tenir la batterie dans Star Shooter, mais je suis très mauvais. Je suis vraiment musicien et je ne m'intéresse pas du tout à la musique, je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se fait et je ne suis pas du tout l'actualité. Donc, voilà. Par contre, l'actualité du business, tu la connais, tu la suis. Je vais commenter juste un post que tu as fait récemment sur Elon Musk. C'est le patron de Tesla, c'est ça. Attends, de Tesla, de SpaceX, c'est-à-dire celui qui a fait atterrir les 2 fusées magnifiques, revenir sur le sol, les 2 fusées magnifiques en même temps. C'est ta page. Je l'avais écrit dans Presse, ça m'avait fait pleurer ce truc tellement c'était beau, si tu veux. Et Tesla, Musk, puisque quand même il y a des gros problèmes pour l'instant de business comme en France. Si tu voilà. veux, je peux le lire pour ceux peut-être qui voient pas. Elon Musk a prévenu ce week-end l'État de Californie que s'il ne pouvait pas rouvrir la méga usine Tesla, il allait bouger tout son staff et SpaceX au Texas ou au Nevada. Comme après une dizaine d'heures, ça bougeait pas vraiment. Bon, là on voit que c'est du second degré, hein, administration, mort de rire. Il a ouvert l'usine et texted. Il a donc texté. C'est pas un petit fonctionnaire socialiste de merde, même pas élu, qui va apprendre à Elon Musk, SpaceX, comment faire tourner un production plant dans des conditions maximales de sécurité. J'ouvre l'usine, j'y suis. Venez me chercher et mettez-moi en prison. Ce matin, l'État de Californie s'est couché. Hasta la vista, baby. Ça, c'est ta signature de fin de poste. Alors, commente-moi un peu ce poste d'Elon Musk. Bah, c'est tout à fait... C'est l'Amérique, d'abord, comme je te dis. C'est moi, si tu veux. Elon Musk, c'est un mec complètement fou, mais c'est un mec fou qui réalise des rêves. Comme je te dis, cette magie, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est quand même le premier, alors que tout le monde disait que c'était impossible, qui fait décoller des fusées et qui a fait retourner qui récupère les moteurs de base. Et c'est à côté de chez moi. Moi, quand je fais des bateaux, c'est à Long Beach. Le truc là, il s'installe sur le site. Donc je les vois, les fusées qui reviennent, elles arrivent, il les nettoie un petit peu. C'est sur un parking, il n'y a pas de trop de sécurité et tout. Tu nettoies tout ça, un coup de broche, un coup de peinture, il les renvoie, tu vois. Mais le truc magnifique, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, etc., quand la première fois, il a fait revenir sur Terre 2 fusées qui se sont posées exactement au millimètre de truc, c'était magnifique. Et Musk, c'est ça, c'est un mec qui dit, comme il y a plein d'Américains maintenant qui disent, et maintenant, ça suffit le virus, il faut qu'on retourne bosser. Sinon, c'est pas 200 000 morts qu'il va y avoir. C'est 10 millions de morts, ou des gens qui vont être dans la misère, il va tellement y avoir de chômage, de crimes, il faut arrêter. Donc il a dit, moi, j'ai rouvert mon usine en Chine, on tient tous les systèmes de protection maximum, je vous emmerde, et il a dit ça au gouverneur de Californie, tu vois, je t'emmerde, parce qu'ils se connaissent, tu veux me mettre en prison, je suis à l'usine, viens me chercher, mets-moi en prison, j'ouvre l'usine. Ils se sont couchés, parce que c'est Musk. Too big to fall. Cette semaine, c'est les églises qui ont dit pareil au gouverneur de Californie. On ouvre lundi, que ça vous plaise ou non. Il a crié, mais il ne peut rien faire. C'est pareil, ils ont dit envoyer toute la police dans les églises, ça ne va pas marcher. Donc les églises rouvrent et plein de business où c'est pareil dans tous les coins, disent maintenant ça suffit. Le gouverneur de Californie fait partie des démocrates, je suppose. Bah, évidemment, oui. Ouais. Donc, est-ce que tu suis cette affaire d'Obama Gate? Ça date depuis le début. Hein. Tu sais, c'est... Bon, tu connais mon amour pour Trump. Si tu veux, je suis un Trump fanatique. Alors explique-moi pourquoi, Philippe, pourquoi tu es un pro-Trump? Parce que les pro-Trump, ils n'ont jamais la parole. Hein. Donc, je vais te donner la parole. Parce que quand Trump... Moi, j'étais plutôt démocrate, si tu veux. J'aime pas du tout les républicains, leur côté religieux, etc. Quand Trump est arrivé, pour moi, Trump, c'est comme moi, c'est un libertarien.
les gens ne comprennent pas du tout ça en France. Ils le voient comme un mec d'extrême droite. Il n'est pas du tout d'extrême droite. C'est un démocrate d'ailleurs avant d'être un républicain. Il est new-yorkais. Il en a rien à foutre c'est un libertarien. C'est un mec un populiste, tu pourrais appeler ça, mais moi j'appelle ça aussi libertarien. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont contre le système d'État, si tu veux. Lui, il a aucune structure politique, etc. Il s'est fait de lui-même. Quand Trump est arrivé, pour moi, c'était ce que j'ai toujours rêvé qu'il puisse arriver dans n'importe quel pays où j'ai vécu et qui me semblait complètement impossible. Et après, je l'ai vu manœuvrer, je le vois dans toutes ses décisions, etc., comment il fait. C'est du pragmatisme, c'est systématiquement contre les systèmes installés, si tu veux. Mais alors, du coup, il a tout le système contre lui, c'est-à-dire tous les médias, le système judiciaire, et même ses systèmes policiers, le FBI, etc. Tout le système de toute l'histoire russe a été complètement monté. C'était un coup d'État, en fait. C'était un montage. On attend. Maintenant, si tu veux, après 3 ans où il était sous pression judiciaire, où il a gagné de tous les côtés, il contre-attaque. C'est-à-dire, il contre-attaque. C'est la justice américaine, et rappelle-toi, c'est complètement séparé. Heureusement, justement, ils n'ont pas réussi quand même à faire tomber Trump, si tu veux. La justice est très séparée. Maintenant, ils commencent sérieusement à regarder ce qui se passe avec Obama, qui aurait, rien n'est fait, rien n'est prouvé encore, mais qui aurait monté ce qu'on appelle un coup d'État pour faire tomber Trump au début. Voilà. Et ça, par contre, c'est passible d'une peine assez grave, puisque c'est la trahison d'État, c'est ça? C'est très grave. C'est très. Si c'est prouvé, c'est extrêmement grave. Il n'est pas sûr que ça remontera jusqu'à Obama, si tu veux, mais il va y avoir des gens très très haut placés qui vont tomber, ça maintenant, c'est sûr. Pour conspiracy, quoi. Ouais, okay. Minimum. Ouais. Est-ce que tu comprends ce courant anti-Trump qu'il y a notamment dans les médias français? Et dans les médias américains, pareil, si tu veux. Trump s'attaque à toute la bien-pensance. C'est là tout ce que ces gens ont fait toute leur vie, depuis 40 ou 50 ans, Trump remet tout ça en question, si tu veux. Toute cette notion, toute cette bien-pensance, toute cette tolérance par rapport à l'islam, ce système des frontières ouvertes, ce système qu'il n'y a qu'une terre avec une seule population, que les peuples, les cultures n'existent pas ou ne doivent plus exister, qu'on doit être détruit pour avoir une belle planète, tout le monde serait heureux, etc. Trump les détruit complètement, si tu veux. Je comprends leur réaction épidermique et catastrophique, parce que tout ce qu'ils ont rêvé, tout ce qu'ils ont travaillé pour faire, pour monter, tous ces mondialistes, si tu veux ce que j'appelle, leur monde s'effondre. Et c'est pas n'importe qui, c'est le président des États-Unis. Donc c'est sûr que le mec, il est détesté, il est complètement détesté. Je les blâme même pas, puisque à leur place, je serais pareil, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça? Est-ce que c'est d'avoir été dans les affaires, d'avoir été dans dans une activité comme ça, d'entrepreneuriat, parce que je suis sûr que tu fais du social. Est-ce que tu es investi dans des associations? Est-ce que tu as aidé des gens à trouver du travail? Est-ce que voilà. Souvent, on pense que les pro-Trump sont aussi des gens qui n'aiment pas forcément les autres, le peuple. Et on a une image de Trump qui est le milliardaire, je dirais, qui est attiré uniquement par l'argent et qui se fout de la cause du peuple. Justement, c'est complètement, à mon avis, c'est pareil. C'est complètement biaisé. C'est un mec qui n'a pas besoin d'argent. Quand tu as des milliards, qu'est-ce que tu as besoin d'argent? Il sait très bien qu'en se mettant président des États-Unis, non seulement il risque sa vie quand même, avec les gens qu'il a contre lui, et puis ce qu'il a besoin d'argent. Enfin, je veux dire, tu as des milliards, c'est absolument pas ça, si tu veux. Après, toute cette image, c'est toujours pareil, cette image, les gens de Trump sont des salauds et tout. Bon, je ne vais pas dire ce que je fais, je ne le dirai pas. Tu vois, non, je ne le dirai pas, parce que justement, par principe, je ne dirai pas ce que j'ai fait pour les gens autour de moi pendant les 2 mois de cette crise. Moi, je crois qu'il y a plein de gens comme tout le monde, pareil, que tu sois de droite, pro-Trump, pro-Obama, ou que tu sois, tu as des gens bien de tous les côtés, tu vois. En Amérique, on est quand même... oui, non, il y a une solidarité, mais il faut se faire soi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système qui est là pour t'aider, quoi.
Ça, Il faut bosser, il faut être sérieux, il faut avoir une certaine compétence. oui, d'abord, il faut bosser, il faut bosser, il faut pas attendre qu'on t'aide, quoi. Ça, c'est une chose qui est sûre. Alors, tu as développé un nouveau business, hein, puisque tu as plusieurs sources de revenus aujourd'hui, et notamment celle-ci, où là, tu as eu Ouais. besoin, en fait, de personne. Donc, Ah, et toi, ça te fait marrer, en fait. Je pense que tu fais pas forcément ça pour l'argent, mais tu es content quand même quand tu as un versement le 15 et le 30 du mois, tous les mois d'Amazon. Hein, il n'y a pas de retard de paiement chez Amazon. Hein. non, non, alors moi je suis américain, c'est-à-dire je crois vraiment que le succès, il faut l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Le succès sans argent, ça n'existe pas, c'est faux, tu vois. Quoi que tu fasses dans la vie, quand il y a l'argent, ça veut dire que tu as du succès. Donc oui, c'est génial Amazon, c'est pas comme avec ton libraire, ton éditeur qu'il faut appeler, il te répond pas, il y a la secrétaire, le chèque il est dans le in the mail, you know. Avec Amazon, clac, le 29 du mois à 6 heures du matin, l'argent est versé, si tu veux. Et rappelle-toi, on en avait déjà parlé, ça, parce que j'ai eu des éditeurs qui m'ont appelé depuis, des éditeurs sérieux. Un éditeur, il te paye en France 1,20 $, Ouais, 1,50 $. 8% maximum. Okay. Moi, c'est 6,80 $. Et tu vois, j'ai pas peur, je suis américain. Il y a plein de gens qui me disent, mais arrête, on parle pas d'argent, quand t'es écrivain, t'es fou et tout. Moi, j'ai pas de problème, je suis américain. Je dis combien je gagne avec ça, en le faisant avec Amazon, et combien un éditeur me donnerait. Le futur, il est là. Parce qu'on élimine toute la chaîne d'éditeurs et de distribution, donc on n'a absolument plus besoin. Et ça t'excite. Je te connais un petit peu. Je sais que tu veux encore faire un petit coup. Tu veux surfer sur la vague. Et peut-être que tu vas nous faire des œuvres comme ça à foison. Et donc tu as choisi de parler d'un projet qui va bientôt sortir. Donc tu voudrais faire l'annonce. Je te remercie beaucoup de le faire sur ma chaîne. Donc c'est quoi cette annonce, Philippe? Ben, j'ai écrit, comme on en avait parlé il y a quelques minutes, j'ai écrit à partir du 3 mars jusqu'à ce week-end dernier, j'ai écrit tous les jours des chroniques d'un confiné. C'est-à-dire toute l'histoire de comment je voyais le truc, comment ça se passait en confinement. Et t'as été censuré aussi quelquefois, et je pense qu'aussi que tes posts, tu les as après retravaillés, mais tu as été un petit peu puni, hein, parce que tu t'es lâché. Non, 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 c'est moi qui m'auto-censure. Tu t'auto-censures. Donc quand on a fait avec Chris la remise en place du truc, on va y venir, c'est sûr, envoyé, maintenant je peux dire ce que j'ai envie, puisque j'ai pas de censure Facebook. Donc en clair, j'ai fait pendant 2 mois ces chroniques, et je me suis dit, on va les sortir en bouquin. Donc c'est ça l'annonce aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau bouquin, Philippe Danière, qui sort. Et le bouquin, je voulais le faire en 3 jours, à cause d'un petit un petit problème Internet avec Amazon. Il ne sera en vente, je crois, que ce soir ou demain, si tu veux. Mais je me suis beaucoup moqué sur Facebook en disant c'est très dur, un bouquin ça prend 3 mois, et puis les éditions et les corrections, etc. Donc j'ai eu plein de gens qui Philippe, on t'a jamais vu déprimé comme ça, etc. Bon, c'était une joke complètement. Quand je continue, on a fait le bouquin en 3 jours. Il aurait dû sortir avant-hier et il ne sortira que demain. C'est un tout petit bouquin, 110 pages, mais qui sera vendu 11 euros, tu vois, 11,50 €, je trouve ça, quoi. Donc c'est vraiment un petit truc sympathique, vite fait, pour voir d'ailleurs si la technique marche. C'est une compilation de chroniques, Ouais. mais les gens n'ont pas lu les chroniques, et puis c'est dans un petit papier, et 11 euros, je pense que c'est un prix, un truc sympa, tu vois, ce que je veux dire, qu'on a fait à toute vitesse, quoi. Écoute, j'ai fait 2 livres avec des chroniques, je te confirme que ça marche. Alors, moi, je peux faire un commentaire déjà sur tes chroniques. J'ai hâte de voir les noms censurés. Et je pense que ça peut être très intéressant, parce qu'il va y avoir de plus en plus de censure. Des gens comme toi, moi et les autres, qui vont plus pouvoir publier comme ça normalement sur les réseaux sociaux. Et de sortir comme ça le livre et préserver aujourd'hui une certaine censure qui ne s'applique pas au livre papier. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, je me régale d'ores et déjà de lire tes chroniques californiennes. Dès
que, alors, attends, je vais quand même donner une nouvelle. À l'instant, Chris vient de m'appeler Ouais. pour me dire que ça y est, il est en vente sur Amazon à la minute qui vient. Ok, alors attends, on va voir de suite. Voilà, il est là. Confiné, Ben non, branché. Il est là. Ok, yes. Ok, combien il y en a à vendre? 11. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est génial. Je vais passer la commande. Ça a été commandé. Voilà. Bravo, félicitations. Le live avec le truc qui m'appelle maintenant et tout, putain, c'est beau ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du vrai. Ça te plaît, ça, hein, quand ça va vite, quand c'est fluide. Chronique d'un confiné de Philippe Danière, donc un livre qui est sorti en direct pendant le live. Voilà, nous sommes donc vendredi 15 mai, et puis le live sera en public certainement dimanche sur ma chaîne. Donc j'attends de recevoir le livre pour le chroniquer à mon tour. Écoute Philippe, merci beaucoup. Gilles, encore merci à toi, et puis à bientôt, non? Oui, à bientôt. Merci, prends soin de toi. Je sais que tu es prévoyant, et je vais te laisser dire le mot de la fin avec ta signature. Ok, hasta la vista, baby.